Donc, bienvenue à notre troisième cours d'INF 135. Cette semaine, on va regarder comment créer nos propres fonctions dans MATLAB et comment utiliser les dites fonctions. Si on fait un petit retour à la fin de la semaine passée, on avait vu les principes fondamentaux sur l'utilisation des fonctions. Donc, on s'était dit que quand on utilise des fonctions, il y a deux mécanismes fondamentaux qu'il faut toujours savoir pour être capable d'utiliser une fonction. Bon, une fonction, c'est un bloc de code qui va être exécuté avec l'appel du nom de la fonction. Fait qu'on avait vu différentes fonctions. Une fonction qu'on avait regardée, on avait le modulo, qui était utilisé avec la fonction mod. On avait déjà utilisé d'autres fonctions comme le input, le CLC, le clear, le fprintf. Donc, il y a plein de fonctions qui existent qui sont des bouts de code déjà écrits et que nous, on peut utiliser à n'importe quel moment en tant qu'instruction. Donc, on avait vu deux éléments importants pour les fonctions. On va s'en rappeler parce que si on veut construire nos fonctions, il va falloir avoir ça à l'avant-plan dans notre cerveau pour être capable de bien construire nos dites fonctions. Fait que les fonctions vont avoir deux configurations à regarder. La première, c'est de savoir c'est quoi le type de la fonction. Donc, il y a deux types de fonctions. Il y a des fonctions qui ont un retour et des fonctions qui n'ont pas de retour. Donc, le principe, une fonction qui a un retour, c'est une fonction qui va générer une réponse. Si la fonction génère une réponse, je vais pouvoir utiliser la fonction n'importe où j'ai une expression. Une expression, c'est n'importe quoi qui peut être évalué, qui va à son tour me donner une réponse. Donc, admettons que j'ai une assignation de variables. Je peux avoir un appel d'une fonction avec un retour, puis on peut avoir d'autres opérations. Lui va tout faire ça d'un coup, puis va me donner le résultat final. Donc, on est capable d'utiliser des fonctions qui ont un retour n'importe où c'est qu'on peut utiliser une expression. Les autres types de fonctions, c'est les fonctions qui n'ont pas de retour, donc qui exécutent quelque chose, habituellement qui va avoir rapport à l'affichage, mais qui n'ont rien il n'y a pas de valeur qui va ressortir de là. Donc, une de ces fonctions-là, mettons le CLC. Donc, ici, on l'écrit de différentes manières. Le CLC n'est pas capable d'être assigné à quelque chose. Parce que lui n'a pas de retour. Donc, en anglais, ça s'appelle les output arguments. Donc, la première configuration possible des fonctions, c'est le principe de est-ce que la fonction a un retour ou pas? Est-ce qu'elle génère une réponse que je vais pouvoir par la suite utiliser? La deuxième configuration possible, c'est les paramètres d'entrée. Donc, les paramètres d'entrée, en fait, c'est les informations que la fonction a besoin pour être capable de s'exécuter. Donc, le principe ici, si on essaie, mettons, une fonction avec un retour sin, puis j'y donne rien, donc, ou si je mets des parenthèses vides, donc d'appeler une fonction avec des parenthèses ou pas de parenthèses, c'est les parenthèses avec rien, c'est synonyme. Donc, on a ici une erreur qui nous dit « not enough input arguments », donc pas assez de paramètres d'entrée. Donc, les paramètres d'entrée existent pour être capable de fournir de l'information à notre fonction. Donc, sin a besoin d'avoir un paramètre d'entrée. 0.8, soit chose correcte. Puis, on a le résultat qui réussit à sortir normalement. Donc, tu peux avoir un certain nombre de paramètres d'entrée, mais si tu en as besoin de plusieurs, comme avec notre fonction mod, donc si mettons on essaye avec notre fonction mod, si j'ai besoin d'avoir deux paramètres d'entrée,
je les sépare avec une virgule. Okay? Donc la virgule me permet de séparer des paramètres d'entrée. Ici, chacun des paramètres d'entrée, en passant, c'est des expressions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ça peut être des opérations quelconques qui vont être évaluées, puis le résultat de cette expression-là va être utilisé comme paramètre d'entrée. Fait qu'on peut voir ici, j'ai le modulo de 23 par 8, puis là, j'ai le modulo de 20 plus 3 par 8, ben le 20 plus 3 va donner 23, qui va me donner donc la même réponse que la première appellation. Il faut faire attention, quand on a des paramètres d'entrée, on peut avoir trop de paramètres d'entrée, hein? Puis trop, c'est comme pas assez. Donc, on a une autre erreur qui me dit too many input arguments. Donc, le principe, c'est que les paramètres d'entrée, c'est un nombre fixe qui est défini par la fonction. Ou en fait, si c'est pas fixe, c'est une fonction spéciale, là. Mais la majorité des fonctions ont un nombre de paramètres fixe. Donc, ici, on peut voir que la fonction prend 2 paramètres. On va regarder dans l'IDE. Puis, si on en a plus, ben, on n'a pas quelque chose de viable. Il ne sait pas quoi utiliser, comment, pour être capable de répondre à notre appel. Ici aussi, un autre élément qui est primordial quand on utilise les fonctions, c'est l'ordre des paramètres. Donc, le premier paramètre, ça va toujours être le X dans notre modulo. Le deuxième paramètre, ça va toujours être le Y. Hein, donc, c'est un qui est le modulé, puis un qui est le modulant, dans notre cas ici. Mais il faut comprendre que quand on utilise des fonctions, il ne faut pas non seulement savoir c'est quoi le nombre de paramètres, mais il faut aussi savoir qu'est-ce que chacun des paramètres fait. Okay? Et l'ordre de ces paramètres-là, pour être capable d'utiliser les fonctions correctement. Fait que ça, c'est comment est-ce qu'on utilise les fonctions. 2 configurations possibles. Est-ce qu'elle retourne un retour ou pas? Puis, est-ce qu'elle a des paramètres? Si oui, combien? Puis, quels sont chacun de ces paramètres-là? Fait qu'on a ça en tête. Puis, on va vouloir construire nos propres fonctions. Fait qu'on va regarder d'ordre général comment est-ce qu'on est capable de construire des fonctions. Puis, à partir de là, on va rajouter puis regarder comment traiter chacune des options de configuration qu'on a vues quand on travaillait avec les appels de fonctions. Hein? Quand on parle d'un appel de fonction, c'est quand je veux utiliser une fonction. Donc, quand je veux utiliser une fonction, je vais faire appel à la fonction. Donc, quand j'écris le code qui va exécuter la fonction, on appelle ça un appel de fonction. Fait que jusqu'à présent, à chaque fois qu'on voulait écrire du code, on écrivait ça à l'intérieur d'un script. Ben là, ici, on va créer notre deuxième type de fichier dans MATLAB qui va être des fichiers de fonctions. Donc, à chaque fois que je vais vouloir créer une nouvelle fonction, je vais devoir créer un nouveau fichier qui a le nom de la fonction. Donc, on avait habituellement le bouton New Script. OK? Ben, on a le Python New qui a la fonction à l'intérieur. En passant de créer un fichier de fonction, il n'y a rien de spécial. Okay? Donc, quand je vais cliquer sur New Function, ça va juste faire un fichier avec du texte déjà à l'intérieur. Okay? Donc, si je décide de ne pas faire ça, puis je décide de faire un nouveau script à la place, je peux le transformer en fonction en utilisant la bonne syntaxe d'une fonction. Okay? Donc, les fichiers dans MATLAB, comme il y a différents types de fichiers, il y a des scripts, il y a des fonctions, on va voir qu'il y a des classes à la fin. Ça va être le contenu du fichier qui va décider c'est quoi le type de fichier. Okay? Donc, de base, je peux créer un fichier vide, puis je peux décider que ce soit n'importe quel type de fichier, j'ai juste à écrire la bonne chose à l'intérieur. Fait qu'on veut se créer une fonction qui va être capable d'être exécutée. Fait qu'on va commencer avec une fonction qui n'a aucune des deux configurations possibles. Donc, qui n'aura pas de retour et qui n'aura pas de paramètres d'entrée. Si on regarde qu'est-ce que la fonction avait ici, puis on va l'appeler fonction défaut, mettons. OK. Si on regarde qu'est-ce qui est créé par défaut quand j'essaye de l'utiliser, on peut voir ici, OK,
toutes les informations qu'on a besoin pour travailler avec une fonction. Fait qu'on va voir que on a le mot-clé function, le mot-clé end. On va voir qu'on a des retours, on va voir qu'on a le nom de la fonction, on va voir qu'on a des paramètres d'entrée, puis on va voir qu'on a des instructions qui vont être exécutées. Pour l'instant, on va mettre ça de côté, puis on va juste se créer une première fonction qui a le plus petite chose possible. Fait que, on va premièrement sauvegarder le nom du fichier, on va l'appeler ma fonction. Puis à l'intérieur, on va commencer avec le mot-clé qui va dire à MATLAB « Hey, ça c'est pas un script, c'est un fichier de fonction. » Puis ce mot-clé-là, c'est le mot « function ». Fait que le mot « function » va être suivi de toute la configuration initiale de la fonction. Donc, si je veux juste avoir une fonction qui n'a pas de retour et qui n'a pas de paramètre d'entrée, je peux tout simplement écrire le nom de la fonction. OK? Donc, à l'intérieur de cette fonction-là, je vais pouvoir avoir non, je ne veux pas ça. Je vais dire ça. Comme ça. Donc, on a ici une fonction. Puis, à ce point-là, je peux l'invoquer comme avec le bouton Run. Puis, je peux voir que je peux l'utiliser. On peut aussi invoquer la fonction directement avec le nom de la fonction, avec des parenthèses au besoin ou pas de parenthèses. Donc, en gros, cette fonction-là, je peux l'appeler tant que la fonction est disponible dans mon dossier courant. Donc, je vais être capable de l'invoquer de d'autres parties, je vais être capable de l'utiliser, puis ça va exécuter toutes les instructions qu'il y a à l'intérieur de celle-ci. En ce moment, ça ressemble pas mal à un script, c'est juste qu'on a rajouté des lignes. Donc, c'est normal, on va voir que la fonction, sa vraie puissance, sa vraie utilité, ça va être quand on va rajouter des paramètres d'entrée, quand on va rajouter des retours à la fonction pour être capable de l'utiliser d'une manière plus générale. Mais même juste avec cette partie-là ici, on va voir qu'il y a des subtilités, quand on va regarder plus tard les règles qui suivent quand on utilise des fonctions, qui va différencier ça d'un script normal, d'un script comme on a vu dans les semaines passées. OK, fait qu'on a une fonction, on est capable d'écrire, donc on pourrait écrire tous nos scripts qu'on a fait depuis le début de la session en fonction, ça marcherait tout aussi bien, il n'y aurait rien qui changerait. Une chose intéressante, par exemple, c'est que les fonctions, on va revoir ça un petit peu tantôt, là, mais ils ont un environnement spécifique. OK, fait que ici, mettons que je fais un clear, un petit CLC. Admettons que je décide d'utiliser une variable. On va l'appeler. Je peux voir ici que la variable a été déclarée. La variable a été utilisée à l'intérieur de la fonction. Mais si je regarde dans mon workspace, la variable n'apparaît pas. Donc, une des premières différences entre les scripts et les fonctions, c'est que les fonctions vont se créer un environnement qui existe seulement durant l'exécution de la dite fonction. Une fonction, c'est un peu comme un chalet. Ce qui se passe dans la fonction reste dans la fonction. Donc, si j'essaie de faire le step, je vais sauvegarder ça. Et ne me laisse pas faire le step de la fonction, c'est correct. On va le faire de l'autre manière. Donc aussi, une affaire, si vous utilisez la version desktop de MATLAB, le step n'est pas disponible.
OK? Donc, la manière pour être capable de débugger nos différents programmes, puis le faire étape par étape, on peut utiliser les points d'arrêt. Donc, vous allez voir quand vous allez avoir vos différentes instructions, vous allez avoir dans la barre de gauche, c'est qu'il y a les numéros de ligne, un petit tiret que vous pouvez cliquer dessus. Donc, moi ici, je clique directement sur la ligne, là, mais vous allez avoir un petit tiret qui va faire apparaître une petite pastille rouge. À ce moment-là, quand on va exécuter la fonction va s'arrêter à cet élément-là. Donc, ça me permet d'avoir un point d'arrêt. Donc, un breakpoint qu'on met. Quand on met la petite pastille rouge, c'est un point d'arrêt. Puis, à partir de là, une fois qu'on est dans le mode de débogage, on va avoir toutes les actions qu'on avait, qu'on pourrait avoir pour essayer de déboguer. Donc, ici, attends, je ne me laisse pas toutes les avoir en même temps, là. Donc, on va avoir le step, OK? Puis, quand je fais le step, je peux voir qu'à ce moment-là, la variable est dans mon workspace. Elle existe. Fait que quand je fais mon fprintf, on a l'utilisation de cette variable-là, totalement normale, mais une fois que je termine, quand je sors de la fonction, toutes les variables qui existaient auparavant sont disparues. Puis, quand on fait ça, c'est vraiment son propre environnement qui existe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si j'essaie, mettons, de mettre ça en commentaire, je vais juste... Donc, j'ai la variable qui existe ici. Puis, si j'essaie d'exécuter ma fonction, ça va me dire que cours n'existe pas. Même si elle existe ici, qu'est-ce qui se passe quand je vais essayer d'exécuter ça avec le point d'arrêt? Quand je rentre dans ma fonction, quand je fais l'appel de ma fonction, ça crée un nouvel environnement complet. Donc, avec un nouveau workspace qui va être complètement vide d'informations. Fait que, rendu là ici, quand j'ai commencé ma fonction, j'ai eu un nouveau workspace qui était complètement vide. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai essayé d'aller chercher cours? Ben, en ce moment, cours, ça n'existe pas. Donc, ça génère une erreur. Puis après ça, quand je sors de cette fonction-là, je reviens dans mon environnement qu'on dit l'environnement global. Puis à ce moment-là, cours existe. Donc, une des grandes différenciations entre les fonctions et les scripts, c'est que les scripts travaillent dans l'environnement global. Hein. C'est pour ça qu'au début des scripts, on mettait habituellement le clear qui permettait justement de vider l'environnement global pour s'assurer qu'on n'avait pas des anciennes variables qui pouvaient causer des problèmes. Ben, avec les fonctions, c'est intégré. Ça crée son propre environnement pour être capable de s'exécuter en dehors de toute fourberie. Donc, premier grand changement entre les fonctions et les scripts, on a un environnement distinct dans lequel les différentes variables vont être créées. Puis, en sortant de cet environnement-là, les variables sont détruites. Fait que là, la question qui vient avec ça, c'est, OK, ben si je ne peux pas avoir des variables dans l'environnement global, puis si quand toutes les variables sont détruites par la suite, comment je fais pour utiliser des informations avec ma fonction? Ça semble un petit peu trop restreint là, comme principe. Ben, c'est là qu'on va voir comment avoir les différentes configurations de la fonction. Donc, on va aller regarder en premier les paramètres d'entrée. Donc, les paramètres d'entrée, on se souvient, c'est des informations que la fonction a besoin d'avoir pour être capable de s'exécuter. OK? Donc, on va... ici, si on veut avoir, admettons, l'information du cours, OK? Donc, on va l'appeler, on va changer le nom de la fonction, on va l'appeler salutation cours. Ici, faire attention, quand on change le nom d'une fonction, il va falloir changer le nom du fichier, puis il va falloir changer le nom à l'intérieur du fichier. Donc ici, quand on travaille sur des noms de fonctions, il faut toujours avoir le même nom entre le nom de fichier
et le mot après le mot function. Deuxième chose par rapport au nom des fonctions. Donc, on va utiliser une convention. Donc, les noms des fonctions, c'est des identificateurs. Ça veut dire qu'on utilise toutes les mêmes règles que pour les noms de variables, que pour les noms de scripts. Puis, on va utiliser ce qu'on appelle la syntaxe camel case. Donc, on va utiliser des mots qui sont en minuscules. Puis, quand je voudrais changer de mot, on utilise une lettre majuscule pour représenter qu'on passe d'un mot à l'autre. Fait que le premier mot est en minuscule. Quand on change de mot, on met une majuscule, puis après ça, on continue en minuscule. Fait que je vais être capable d'avoir l'information du cours qui arrive de l'extérieur. Fait que après le mot, le nom de la fonction, donc après le function, le nom de la fonction, je vais avoir des parenthèses. Puis à l'intérieur des parenthèses, je vais avoir des paramètres d'entrée. Donc, je mets ici n'importe quelle information, comme si c'était une variable. Puis, cette variable-là, je vais pouvoir l'utiliser à l'intérieur de mon programme. Donc, les paramètres d'entrée, c'est directement d'écrire qu'est-ce que je veux entre les parenthèses, puis de l'utiliser par la suite dans mon programme. Comment est-ce que ça va fonctionner quand je travaille avec ça? Ben, maintenant, si j'essaye ma fonction, tout seul, ça va me dire que j'ai pas assez de paramètres d'entrée. Pourquoi? Parce que lui était, ben là, il y a cours, mais là, cours, tu me l'as pas donné. Fait que comment est-ce que c'est supposé marcher en ce moment? C'est pas supposé marcher, c'est toi qui as fait une erreur. Fait que si maintenant je veux utiliser ma fonction, c'est à moi de fournir cette information-là pour que cette valeur-là soit rattachée à ce paramètre d'entrée-là, puis qu'ensuite, il va pouvoir être utilisé à l'intérieur de ma fonction. On va avoir un deuxième. On va se rajouter un deuxième paramètre. Fait que quand je vais avoir un autre paramètre, ben j'utilise la même syntaxe que quand je faisais les appels. Fait que je les délimite par une virgule. Fait que maintenant, de juste utiliser salutation 135. Oh, je n'ai pas sauvegardé. Ici, faire attention, quand on a un petit étoile en haut de notre éditeur, c'est indicatif que le code n'est pas sauvegardé, fait que ça utilise les anciennes versions. Fait que maintenant, quand j'essaye, ça marque le 135, mais quand j'essaie de faire afficher l'école, ben là, ça ne marche plus parce que je n'ai pas fourni ce paramètre d'entrée-là. Fait que je peux maintenant rajouter les informations. Là, ici, on nous demande une chaîne de caractères. Et on a maintenant plusieurs paramètres qui sont envoyés et qui sont utilisés à l'intérieur ici. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai directement envoyé les informations. OK? On peut voir que dans l'utilisation de la fonction, je ne fais ni référence à cours, ni référence à école. Je fais juste utiliser le premier paramètre qui va être assigné à notre premier paramètre d'entrée, puis le deuxième, ici, la deuxième information, la deuxième valeur, ce qu'on appelle les paramètres effectifs, là, si vous voulez aller dans la syntaxe la nomenclature des choses. Donc, le deuxième paramètre effectif va être au deuxième paramètre formel. Donc, ils sont juste alignés pour aller dans les bonnes cases d'information. On avait dit qu'il faut... On avait le 130 plus 5. Encore une fois, c'est des expressions que j'envoie ici. Donc, ça peut être des évaluations, c'est pas un problème. Autre élément, OK, quand on travaille, puis il faut faire très attention à ça, je vais
Ici, faire cours est égal à cours fois 2. OK, donc on va doubler la valeur de cours à l'intérieur de celui-ci. Si on est en train de travailler, hein, ce que je peux faire, c'est faire cours est égal à... on va mettre, mettons, juste 60, là, juste pour voir. Non, je ne suis pas capable de trouver le 0 sur mon clavier. Merci. Donc, j'ai le cours. OK, donc on va mettre un point d'arrêt, on va le voir en action. Dans mon environnement global, j'ai le cours à 60. Fait que là, je vais utiliser ma salutation de cours, je vais envoyer le cours, puis je vais envoyer ici. Fait que là, je suis dans ma fonction. Je double la valeur de cours. On l'affiche. On affiche l'école. Puis là, on termine nos opérations. Puis là, on sait que même si j'ai des informations ici qui existent à l'intérieur de mon environnement, ces informations-là vont être détruites. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver avec la variable cours? Parce que là, j'ai la variable cours dans mon environnement principal, puis j'ai la variable cours dans mon environnement de ma fonction. Ben, en fait, ces deux environnements-là sont complètement distincts. Donc ici, je peux voir que je suis dans le workspace salutation cours, mais quand j'ai envoyé ici, là, il n'a pas envoyé cours, il n'a pas envoyé la variable. Il a envoyé la valeur qu'il y avait dans la variable, hein, parce qu'on sait que c'est une évaluation. Il a pris le contenu de ça, le 60, il l'a envoyé, puis la variable cours que j'ai déclarée ici dans mon environnement principal n'a aucun rapport avec cette variable cours-là. Quand je termine ma fonction, je retourne dans mon environnement principal, et la variable cours de mon environnement principal n'a pas été modifiée. Donc ça ici, c'est un élément qui est important de bien comprendre. Quand on envoie des informations, okay, on envoie ça ce qu'on appelle par valeur. Okay, donc si, admettons, on peut plus le comprendre, si, admettons, je fais cours plus 5, hein, ça a envoyé 65. Ce qui est normal. Donc, le cours ici n'avait pas rapport avec ce cours-là qui est qu'est-ce que j'ai envoyé. Il n'y a pas de lien entre les deux. Le lien, c'est la valeur qui est envoyée et l'ordre du paramètre. Donc, c'était le premier paramètre. Fait que qu'est-ce qui a été évalué ici a été envoyé à ce paramètre d'entrée-là. C'est un addon qu'il y avait le même nom. OK? Donc, souvent, ça va être le cas, parce que je suis en train de calculer quelque chose, je donne un nom de variable, ça a rapport avec l'aire de ce que je calcule, ça a rapport avec la population, ben, c'est aussi le nom du paramètre d'entrée. Fait que c'est normal que je prenne la variable que j'ai créée dans mon environnement global, puis que j'envoie ça dans une fonction, mais ils n'ont pas de lien direct. C'est un lien indirect, on passe la valeur d'une à l'autre. Fait que ici, c'est une deuxième feature, une deuxième spécificité des fonctions qui n'existaient pas quand on travaillait avec les scripts. Donc, il faut faire attention à ça. Fait qu'on a notre salutation, OK? On est capable de faire des fprintf, ça fait de l'affichage, c'est cool, mais souvent, je vais vouloir créer des fonctions qui me permettent de calculer quelque chose. Donc, pour être capable d'avoir un calcul, d'avoir une réponse, il faut que j'aille une fonction avec un retour. En ce moment, si j'essaye d'assigner un retour à ma fonction, ça va me dire, non, tu peux pas, là, y a pas, je calcule rien, là, je ne te renvoie pas de réponse, je ne peux pas exécuter ce que tu me demandes de faire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir une fonction avec un retour? On va avoir
On va enlever ça pour l'instant. Fait que c'est le principe, ok, puis là, c'est la fonction va être un peu bébé, là. Ok, c'est pour démontrer c'est quoi le principe. Ça va additionner deux éléments ensemble. Fait que le but ici, c'est d'avoir A et B. Je veux les additionner ensemble, puis je vais avoir le résultat. Bon. Très académique en ce moment, là, le principe. On regarde le minimum requis. C'est vraiment pour bien comprendre comment est-ce que ça va fonctionner, les retours. Donc, je vais avoir le code, ok, fait que mettons ici, je vais avoir ma somme, ok, qui va être égale à A plus B. Ben, là, je sais que cette somme-là, c'est une variable qui va exister dans la fonction. Comment je fais pour dire, hey, c'est pas juste une variable quelconque là, que je suis en train de calculer, ça c'est le retour, ok, c'est l'information importante qu'il faut que je renvoie quand j'ai terminé avec cette fonction-là. Bien, on peut voir que quand on a la fonction, on a nos paramètres d'entrée, hein, qu'on vient tout juste de voir, puis entre le mot function et le début de la fonction, je peux avoir ici un égal, puis des crochets carrés, puis à l'intérieur des crochets carrés, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le nom de la variable qui va contenir ma valeur de retour. Fait que si j'essaye ça, donc, je vais avoir ici, additionne 2. On met 3 et 7. Puis, je peux voir que ça me retourne 10. Puis, ce 10-là, je pourrais décider. Oups, je veux redescendre. Je veux redescendre. Puis, je veux aller au début. Et x est égal. Puis, je peux aller positionner cette information-là n'importe où dans n'importe quelle expression, puis ça va pouvoir être utilisé comme je le veux. Fait que le but des fonctions, ok, avec des retours, ça va être de calculer habituellement un résultat d'une opération mathématique ou d'une suite d'opérations mathématiques. Le but de faire ça, c'est d'être capable d'avoir un bloc réutilisable qui va pouvoir nous faciliter, ok, nos différents calculs dans un problème, mettons, complexe ou qui va nous permettre d'avoir une plus grande lisibilité dans notre programme. Donc, on va se pratiquer. La majorité des choses qu'on va faire d'ici la fin de la session, c'est des fonctions. Ok, donc, c'est important de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, qu'est-ce qu'on va avoir comme instruction dans les fonctions? Hein? Là, j'ai pas été, mais tout ce qu'on a vu jusqu'à date, donc c'est des conditionnels, des books, des prints, des inputs, tout ça, ça va exister à l'intérieur des fonctions. Ici, point important qui est un problème habituel, le but des fonctions, okay, c'est de faciliter les calculs d'un ordinateur. Donc, si j'ai besoin d'informations, ces informations-là vont être à l'intérieur de paramètres d'entrée. Si j'ai besoin d'avoir un résultat, ça va être un retour. Ce qu'on utilisait jusqu'à date pour ces deux fonctionnalités-là, c'était des saisies pour aller chercher l'information, puis des affichages. À moins que ça ne soit spécifiquement demandé dans la question, à moins que ça soit spécifiquement demandé dans la question, il n'y aura jamais de input, puis il n'y aura jamais de fprintf dans des fonctions. OK? Donc, habituellement, les fonctions utilisent les paramètres d'entrée et les retours pour être capable de sortir l'information. Comment est-ce que je fais pour l'utiliser d'abord? Ici, on va pouvoir tester la fonction directement dans le command window en entrant des valeurs. Ou sinon, je vais pouvoir faire un test de la fonction. Donc, on va voir ça dans quelques instants. On va se garder un petit peu de ferveur là-dessus. Donc, on a le principe de somme, puis on a aussi la possibilité d'avoir plusieurs retours. Donc, admettons ici, on additionne, puis on soustrait 2. Ici, on va renommer ça. On fait un rename.
Donc, si je veux avoir la soustraction, OK, de A moins B, je veux être capable de sortir les deux informations. Ben ici, je peux avoir une liste, un peu comme la liste des paramètres d'entrée, des différentes variables que je vais vouloir sortir. OK? Donc, comme les paramètres d'entrée, je vais avoir une liste de retours que je vais pouvoir utiliser dans ma fonction. Là, par exemple, la chose qui est vraiment importante à se souvenir quand on veut utiliser des multiples retours, ça va être que l'utilisation de la fonction va être différente. Fait que si je fais la même chose, si je ne fais pas attention, ce qu'il va faire, c'est qu'il va seulement me retourner le premier retour. Si je veux utiliser puis assigner des retours à différents éléments, il va falloir que j'utilise un peu la même syntaxe que j'ai utilisée dans la fonction. Donc, il va falloir que j'aille des brackets carrés, que j'aille des noms de variables pour chacun des retours. Puis après ça, je vais pouvoir utiliser l'appel de ma fonction qui retourne deux éléments. Et à ce moment-là, je vais être capable d'avoir deux assignations d'un coup. Encore une fois, en utilisant, là j'ai fait exprès, je n'ai pas utilisé les mêmes noms là, pour bien démontrer que les noms dans les fonctions, là, c'est éphémère. Hein? Donc, c'est pas utilisé à l'extérieur. Moi, je peux les renommer comme que je veux. C'est l'ordre des éléments qui est primordial. Donc, le premier élément, qui était la somme, a été mis dans ma variable plus. Puis le deuxième retour, qui était la soustraction, je l'ai mis dans moins. Puis je peux voir ici les résultats qui apparaissent. On avait parlé de la présentation. Donc ça ici, c'est pas mal qu'est-ce qu'il faut savoir sur les fonctions. On va regarder ensuite comment les présenter, puis ensuite comment les tester. Donc, on avait vu le principe de présentation, de lisibilité. Donc, quand on travaille avec les fonctions, il va falloir avoir un en-tête de fonction. Donc, en gros, un petit bloc de commentaires qui va décrire qu'est-ce que c'est supposé de faire. Donc, vous allez voir, vous pouvez, quand vous allez faire les exercices, regarder les solutions qu'on vous fournit, okay, pour des exemples de qu'est-ce qu'on s'attend de vous. Ça va être particulièrement important avec le premier travail pratique de bien suivre ces exemples-là pour être capable d'avoir tous vos points dans vos évaluations. Donc, le principe, c'est on a une première ligne qui est la description sommaire de qu'est-ce que la fonction est capable de faire. Additionne et soustrait deux nombres. Ensuite, on a une liste des paramètres d'entrée, donc les args. Puis à l'intérieur de ça, on va avoir les noms des paramètres. Fait que là, je les ai appelés A et B. On met entre parenthèses le type. Donc, on avait vu les différents types. Là. Si vous allez dans votre workspace, vous pouvez les voir. Si c'est les entités numériques, c'est des doubles. Si c'est des vrais ou faux, c'est des logical. Si c'est des chaînes de caractères, c'est des chars. Ici, c'est des doubles. OK. Puis, on a aussi le retour. OK. S'il y en a plusieurs. Donc, on va avoir... Donc, ça, c'est le minimum qu'on veut avoir quand on a une présentation d'une fonction. Là, vous allez me dire, ouais, ça sonne un peu gros pour qu'est-ce que tu as fait par la suite. Ici, la problématique était risible. Là. Si on a des fonctions qui ont 15, 20, 30 lignes, ça va être important de prendre ce petit moment-là pour documenter les informations. Puis, on vous donne la majorité des informations à mettre dans cette partie-là de toute façon. Donc, à partir de ça,
vous allez être capable, puis cet emplacement-là est important. C'est ça, en fait, qui fait en sorte que, mettons que si je fais le help sur ma fonction, ben, ça va faire apparaître, OK, l'aide de cette fonction-là. Donc, ça me permet d'avoir l'information sur qu'est-ce qui se passe dans la fonction. On a la possibilité d'avoir des fonctions locales, OK? Donc, c'est pas quelque chose qui est très souvent utilisé, mais si j'ai besoin d'une sous-fonction à l'intérieur, OK? Donc, si je décide d'avoir une fonction qui est juste pour la somme, on va vraiment le over-engineer, là, OK? OK. Et puis je vais l'appeler pareil, juste pour bien montrer que les noms, c'est pas important. Fait que j'ai créé d'autres fonctions à l'intérieur du même fichier. Puis ce que je vais pouvoir faire, c'est les utiliser à l'intérieur du fichier. Ouais, ok, là j'ai changé le nom, fait qu'on va l'appeler moins. On va l'appeler plus. Ouais. Attention, les noms, c'est des identificateurs uniques. C'est-à-dire que si je commence à l'utiliser quelque part, il ne faut pas que je l'utilise à quelque part d'autre. Fait que si je réutilise ma fonction, je peux voir que, OK, il n'y a rien de changé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand j'utilise la fonction, elle-même va appeler une deuxième fonction qui me permet de faire l'opération voulue, va m'utiliser une troisième fonction qui me permet de faire une autre opération voulue, puis les résultats de chacun, ça va être les résultats de la fonction principale. Quand c'est des fonctions locales, OK, pourquoi est-ce qu'on dit local? C'est parce qu'on peut seulement les utiliser à l'intérieur du fichier dans lequel ils ont été déclarés. Si j'essaie d'utiliser addition ici, ça me dit que addition, je ne sais pas c'est quoi. Okay? Parce que la fonction est locale au fichier. Donc, si on a plusieurs fonctions à l'intérieur du même fichier, il y a juste la première qui va être une vraie fonction. Les autres fonctions vont être des fonctions réduites, qu'on dit des fonctions locales. Alright. Fait que ici, on a déjà parlé de la durée de vie des variables. On a déjà parlé du passage par valeur. Donc, ça, c'est déjà réglé. On va avoir une dernière chose à regarder, qui est le principe de variable globale. Donc, on a le mot-clé global, okay, qui me permet de déclarer une fonction. Voyons, je veux juste X, moi, là. Merci. Donc, une variable globale, okay, qui va être utilisée, puis après ça, quand je la modifie, puis que je m'en vais dans une autre fonction, fait qu'ici, on va aller, mettons, dans ma fonction de tantôt. Puis, je vais dire global X. Puis là, je vais faire un fprintf de X. Comme ça ici. Puis là, si j'utilise salutation court, je peux voir que le X que j'ai utilisé, contrairement à ce qu'on a vu tantôt, okay, est capable d'aller le chercher, même s'il faisait partie de l'espace global. Okay, il était capable de le siphonner dans son environnement. Ici, pourquoi est-ce que je montre ça? C'est pas parce qu'on va l'utiliser. En fait, c'est l'inverse. C'est pour le proscrire, okay, pour l'interdire dans l'entièreté de notre cours.
Donc, ce mot-clé-là, le mot-clé global, ne devrait jamais être utilisé. Donc, pour le cours, le principe, c'est que ça existe pour régler certaines problématiques qui sont plus complexes, puis qui sortent des genres de problématiques qu'on va regarder dans le cours. Mais ça peut sembler, surtout pour des débutants, comme un outil pratique, mais ce n'est pas un outil pratique, c'est un outil qui est extrêmement dangereux, qui est extrêmement volatile, qui peut générer des problématiques, des bugs qui sont extrêmement difficiles à trouver. Donc, ici, c'est un peu comme quand tu t'en vas à la chasse, puis tu apportes un piège à ours, tu donnes pas le piège à ours aux débutants, tu gardes ça pour toi, c'est un outil utile, c'est un outil qui a sa place, mais c'est seulement pour les experts. Donc, après le cours, là, quand vous allez voir que la programmation, c'est votre vraie passion dans la vie, puis que vous allez passer à génie logiciel, là, vous allez pouvoir commencer à regarder c'est quoi les bons moments pour utiliser des variables globales. Mais à l'intérieur du cours, c'est juste proscrit, interdit, on n'a pas le droit d'en utiliser jamais. Donc, c'est juste une parenthèse pour parler de ça. Dernière chose qu'on va regarder, ça va être quand je veux tester une fonction que j'ai faite. Donc, on voulait souvent avoir des programmes qui sont interactifs. Mais là, on vient de dire que il n'y a plus d'input, il n'y a plus d'fprintf dans les fonctions. Le but, c'est d'utiliser les paramètres d'entrée. Le but, c'est d'utiliser les retours. Fait que là, comment je fais pour avoir un programme interactif? Ben, ce qu'on peut faire, c'est avoir un script qui va tester notre fonction. Fait qu'on va dire addition sous-trait 2. Donc, je me fais un script de test. Et dans ce script de test-là, je vais pouvoir avoir tous les froufrous que j'avais auparavant. Comme ça, ça me permet de rouler quelque chose qui me fait tester ma fonction. Fait que je vais pouvoir faire ici un input. Puis là, on va dire entrée A. On va avoir un deuxième input qui va demander entrée B. Là, après ça, je vais avoir mes résultats. Ici, c'est une fonction qui a des multiples retours. Fait que on va marquer, mettons, YZ. Puis là, je vais pouvoir faire un fprintf qui va dire la somme. C'est Y. C'est Z. Fait que ici, j'ai un test que je peux faire. Fait qu'à chaque fois qu'on va vous demander d'écrire une fonction, vous pouvez soit la tester dans le command window en mettant vous-même les informations qu'on a besoin, donc des paramètres d'entrée bidon que vous pouvez tester. Mais si vous voulez avoir quelque chose de plus interactif, vous pouvez créer un script de test qui va vous demander les informations et qui va pouvoir... j'ai oublié un petit backslash n pour bonne mesure. Qui va nous permettre d'avoir les différentes informations de notre programme. Donc, on est capable d'avoir des scripts qui vont utiliser les fonctions que je vais avoir créées. Donc, habituellement, dans chacune des fonctions, nous, on vous demande toujours de faire un script. Il va falloir vous-même dire, OK, il me demande une fonction, il va falloir que je crée un script pour le tester. On va aussi travailler avec un petit peu plus des scripts automatisés. Donc, le principe ici, c'est, oui, OK, je peux le tester une couple de fois, mais si j'ai besoin de tester comme 4-5 valeurs à chaque fois, ça va être long pour vérifier la bonne fonctionnalité. Donc, la dernière chose qu'on va regarder, c'est le principe des tests. Donc, pour les tests, on va utiliser une fonction spéciale qui est la fonction assert. Donc, si on regarde, c'est quoi la fonction assert?
la fonction assert me permet de générer une erreur quand une condition est invalide. Donc, assert a besoin d'une expression, ça va évaluer l'expression, puis si l'expression est fausse, ça va dire assertion failed. Puis j'ai une deuxième variation, donc on peut voir ici que certaines fonctions peuvent avoir différentes, ce qu'on appelle signatures. Donc une avec juste l'expression, ou sinon une expression et un message. Puis ça va évaluer l'expression, si elle est fausse, ça affiche le message. Fait que, en action, là, à quoi ça ressemble cette affaire? Fait que je peux marquer assert, puis je peux avoir true ou false. Hein, c'est des expressions booléennes. Puis quand c'est false, ça dit assertion failed. OK? Si on va un petit peu au-dessus de ça, là, fait que je vais avoir le assert, ben le assert, je peux marquer n'importe quoi qui va devenir true ou false. Fait que je peux dire est-ce que 3 c'est plus grand que 10? Puis il va me dire non, ce n'est pas plus grand, ça n'a pas marché. OK? Le assert a fail. Fait que admettons que je veux tester ma fonction modulo. Hein? Fait que on se dit modulo, mettons 17,5. 5. Ça me donne 2. Fait que comment je ferais pour tester avant même de le savoir, là? Juste pour regarder est-ce que c'est bon? Ben, je pourrais dire le assert. Je vais faire mode de 17,5. Puis ça, je sais que c'est supposé donner 2. Fait que je peux dire ça, c'est supposé donner 2. Fait que cet élément-là va être évalué. Ça va devenir true ou false. Puis si c'est true, il ne se passe rien. Fait que le principe des tests. OK, donc ici, on va le copier-coller. Et on va nommer lui pour l'appeler script de test. Puis là, on a ici le vrai test. On va juste renommer juste test. Puis là, le principe, c'est que à place d'avoir des inputs, à place d'avoir des résultats, moi, je vais moi-même essayer les choses. Puis à partir de là, je vais pouvoir faire des tests sur les résultats que moi, je m'attends. Puis là, quand je vais rouler ce script de test-là, s'il ne se passe rien, c'est que tout va bien. Hein, mais si, admettons, j'avais fait une erreur, OK, ou c'est que je voulais que le Z, ça soit égal à 3, ça me dirait, hey, à la ligne 4, j'ai essayé ce test-là, le test n'a pas marché. Fait que quand on écrit une fonction, on va toujours, OK, ça ne sera pas évalué, mais ben, ça ne sera pas évalué dans l'examen, ça va être évalué dans les TP. Fait que autant commencer. Ça va être de créer des tests qui vont être capables de valider la bonne utilisation de notre fonction. Donc, avec ces tests-là, on va être capable de vérifier la bonne fonctionnalité de notre fonction. Il y a un dernier point qui est important, ça va être quand on a des valeurs fractionnaires. Quand on a des valeurs fractionnaires, je ne peux pas faire des égalités. Okay? Donc ici, on va regarder, est-ce que 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, est-ce que c'est égal à 1? Ah, il fait gentiment. Sinon, il y en a d'autres qui... Ah, c'est parce que là, il l'a fait avec d'autres éléments. Mais souvent, quand on va avoir, admettons, genre... quand on veut tester ça, là, OK? Ou si c'est des valeurs fractionnaires avec 50 millions de chiffres, OK? Si j'ai 0.5, ça ici, OK? Des fois, j'aimerais ça être égal de dire, ben, gars, est-ce que ça commence avec 5, 4, 3, 5? Puis là, il va me dire non, parce que il était comme, ben, t'as les premiers, mais t'as pas le reste. T'sais. Donc, quand on va vouloir travailler avec des tests de valeurs fractionnaires, on va utiliser un petit truc qui va nous permettre
de tester la différence entre le résultat voulu et l'appel de notre fonction. Donc si, admettons, je vais tester le résultat de sin de 1, okay, que je sais que c'est autour de 0.8415. Hein? Dans la réalité de la chose, c'est bien plus que ça, c'est 841470984 blablabla. Fait que on sait que c'est autour de ça, mais on sait que c'est pas exactement ça. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser la différence entre les deux. OK? Donc ici, on a un exposant moins 5, là, fait que c'est 0.000002901. Puis, on va utiliser une autre fonction qui est la fonction absolue pour s'assurer que le résultat soit positif, pour que la différence soit toujours positive. Donc, on va prendre cet élément-là, on va l'englober dans une fonction absolue. Comme la parenthèse, on va au début de la ligne. Je marque le absolu. Donc, la fonction ABS me permet d'avoir la valeur absolue, donc de toujours avoir une valeur positive sortante. Puis après ça, on va pouvoir prendre tout ça, puis le faire comparer à une valeur très petite. Donc, est-ce que la différence absolue des deux, elle est plus petite que 0.001? Puis ça va me donner le vrai que je peux ensuite aller travailler avec le assert pour avoir un résultat positif à cet appel de fonction-là. Donc, quand on travaille avec des valeurs fractionnaires, il faut comme bidouiller un petit peu nos tests pour que ça soit fonctionnel. Fait que ça fait le tour des choses qu'on avait besoin de regarder aujourd'hui. Donc, on a, je pense, 3 ou 4 séries d'exercices. 1 exercice, 2 exercices, 3 exercices, 4 exercices. Donc, pour les 2 premiers exercices, n'oubliez pas que le résultat est disponible, la solution est disponible sur le site de cours. Donc, si vous êtes pogné plus que 10-15 minutes, essayez d'aller voir le résultat sur le site de cours. Pour l'exercice 3, on vous demande c'est quoi le résultat de rouler ces affaires-là. Donc, de rouler le script de test qui utilise la fonction. Donc, il y a un fprintf. Le principe, c'est qu'il faut, par vous-même, trouver c'est quoi qui va être affiché avant de l'exécuter. Là. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une trace. Il faut penser dans notre tête, là, c'est quoi les options. Le résultat, vous pouvez l'essayer vous-même, puis on va le regarder ensemble au laboratoire. Puis après ça, on a l'exercice 4 qui est encore une fois d'écrire des tests. Si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à aller regarder les solutions pour ceux-là. Puis une fois que vous avez passé au travers de ces différents éléments-là, je vous conseille extrêmement fortement de commencer à travailler sur la série d'exercices immédiatement. Okay? Parce que le travail pratique utilise à outrance les fonctions. Donc, il faut déjà maîtriser cette compétence-là pour être capable de faire le travail pratique. Donc, si vous voulez commencer à travailler sur le travail pratique lundi, il faut déjà avoir passé au travers les séries d'exercices sur les fonctions. J'ai une question de Loïc. Ici, il n'y a rien qui s'appelle test. Là. Donc, non. Non, j'ai juste marqué les asserts là. Il y a juste le nom du script, habituellement, on y donne le nom test pour bien indiquer que c'est un test. Ouais, ça, c'est peut-être que tu as vu l'appel du script de test qui fait en sorte que tu vois le nom du script. Et voilà. Exactement. Excellent. Donc, comme d'habitude, la période est ensuite utilisée pour être capable de travailler sur les exercices de cours. Donc, je vais ouvrir les salles de dérivation.
et vous pourrez poser des questions à partir de là.